On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous présente la candidate de l'équipe André Bouchard du côté de l'île Sainte-Thérèse, Jean Talon 80, secteur 12, Jessica Racine-Lehoux. Mais d'abord, parlons des élèves, des étudiants du cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu qui reçoivent ces temps-ci des appels de bienveillance pour savoir s'ils vont bien. On entend beaucoup parler depuis cette pandémie, mais surtout dans les dernières semaines, que la motivation est parfois un peu plus difficile auprès des élèves, qu'on soit au primaire, au secondaire ou même au collégial ou à l'université. On parle beaucoup de santé mentale, on parle de motivation. Bref, qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer, évidemment, que les étudiants, que les élèves vont bien? Hein? Il faut se demander aussi s'ils vont bien. Mais le cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu a mis sur pied des appels de bienveillance, question de tâter le pouls un peu. On en discute avec Marilyn Brault, qui est intervenante psychosociale. Bonjour et bienvenue. Bonjour. C'est une grande préoccupation en ce moment parce que, notamment chez vous au cégep, il y a à peu près le 2 tiers des étudiants qui sont en virtuel et le tiers en présentiel. Et la préoccupation, elle est entre autres beaucoup pour ceux qui sont en virtuel parce qu'il y a une perte de contact. Expliquez-nous un peu le contexte dans lequel vous avez mis sur pied cette espèce de système d'appel de bienveillance. Oui, en fait, on a pris la décision de le faire parce que justement, on est à l'écoute de nos étudiants. À la fin de la session, on a fait un sondage auprès de tous nos étudiants pour aller vérifier comment ils se sentaient. La majorité nommaient être satisfaits de leur session, mais on a quand même eu à cœur leur bien-être. Hein? On le sait, dans ce contexte actuel-ci, c'est vraiment, mais vraiment important de prendre soin de nous puis de prendre soin des gens qui nous entourent. Et nos étudiants, c'était ça qu'on voulait faire. On voulait prendre de leurs nouvelles. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris nos 2770 étudiants qu'on a présentement au cégep et on a demandé au personnel du cégep, en fait, tous les membres du personnel, que ce soit au niveau de l'administration, au niveau des ressources matérielles, les enseignants, les membres du professionnel, on leur a demandé du volontariat. Donc, s'ils voulaient nous donner un coup de main pour faire effectuer cette campagne d'appel-là. Et donc, ça a commencé il y a combien de temps? Ça fait 2 semaines maintenant. N'avez-vous rejoint beaucoup? Un peu plus que 1000 étudiants jusqu'à maintenant. La question d'entrée, c'est comment ça va? Ça va super bien. On a vraiment des commentaires très, très, très positifs des étudiants. Les étudiants sont contents qu'on les appelle. Ils sont même surpris. Ils nous disent, à la fin, ils nous remercient d'avoir pris le temps de les appeler puis de leur demander leur avis. Avez-vous dépisté des cas plus problématiques, des gens qui n'osaient peut-être pas s'ouvrir sur leur état d'âme, puis qui, là, le fait de recevoir un appel, disent, finalement, non, ça va pas super bien, ou je ne sais pas, le fait de ventiler, bref. C'est quoi la réponse que vous avez? Bien, jusqu'à maintenant, on a eu à faire des références d'étudiants. Donc, nous, au service psychosocial, on a déjà eu 2 références d'étudiants. Mais sinon, on fait des références à tous les services d'aide du cégep. Donc, que ce soit pour le cheminement scolaire, que ce soit l'orientation scolaire, le service d'adaptation scolaire, aussitôt qu'un étudiant nous demande d'avoir justement un coup de main en lien avec différentes problématiques, on les piste. Donc, on leur dit où appeler, ou si on sent qu'ils ne sont pas capables, on fait la référence pour eux. Ça, c'est super intéressant parce que, oui, le virtuel, on l'a vu au printemps, on se dit « Hey, wow, c'est le fun, c'est pratique Zoom, c'est pratique ou Teams, peu importe, c'est pratique. » Puis là, au début, tu te dis « ça va durer quelques mois, puis après, on va revenir à la normale. » Là, quand on se rend compte que c'est beaucoup plus long qu'on pensait, c'est l'usure, hein? C'est l'usure qui finit par manger son monde un peu. Là. C'est l'usure, mais en même temps, nos étudiants, ce qu'on entend beaucoup durant les appels, ce qu'ils nous nomment, c'est on ne savait pas à quoi s'attendre à notre première session, à la session d'automne 2020. On ne savait pas à quoi s'attendre. Maintenant, on sait. Donc, on est préparé, on s'organise différemment. Donc, même s'ils n'ont pas eu une session très positive, plusieurs étudiants nous mentionnent que eux autres, ils voient leur session d'hiver comme étant quand même plus positive que la dernière. Ah oui. Oui. Okay. Mais tu sais, l'autre chose aussi, je me remets dans la dynamique de quand on est à l'école, dans une classe, puis là, le cours se termine, puis là, après ça, ton prof, il t'accroche 2 secondes. Il dit, hey, viens me jaser 2 secondes. Ça va-tu? Je ne sais pas. Là, en virtuel, c'est un coup que tu mettez fin à la vidéoconférence, là, c'est fini. Là. Tu te retrouves tout seul dans ton salon chez vous, dans ta chambre.
Tu n'as pas cette espèce de contact de corridor de avant puis après les cours? Oui. Mais c'est justement une des choses que les étudiants nous mentionnent manquer présentement. Le contact avec leur enseignant, le contact avec leurs collègues de classe, justement, qui est un peu plus spontané comme ça, hein, de pouvoir se faire valider auprès de leurs collègues de classe pendant une pause, par exemple, ou de pouvoir poser une question à la fin du cours. Ça manque aux étudiants. Genre, j'ai pas compris telle affaire, puis au lieu de le demander devant 30 personnes, tu le demandes à une personne de qui tu es plus proche pour dire « Hey, c'est ça que j'ai compris tantôt, ou c'était pas ça? Là, tu sais, tu peux bien te l'écrire dans un chat room, là, mais c'est ça qu'on perd un peu. Là, on voit le côté pratique du virtuel, mais il y a le côté plate aussi là, des... Ouais. Le côté humain manque beaucoup. Les étudiants le mentionnent et nomment avoir hâte de revenir en présentiel. Puis le personnel du cégep est content de faire ça? Le personnel du cégep, on a des commentaires très positifs. On a des personnes qui nous mentionnent qu'ils ont tellement des étudiants qui sont polis puis agréables à entendre, même drôles des fois, que des fois, ils ont des étudiants au téléphone. Il y en a une dernièrement, justement, qui a dit l'appel que j'ai eu avec cet étudiant-là, ça l'a fait ma journée tellement que c'était positif et que c'était plaisant à faire. Mais des fois, il y a juste l'écoute aussi. Juste le fait de se faire appeler pour savoir si ça va bien, puis de parler d'autres choses que du travail ou de l'étude ou du cours. Tu sais, c'est ça. C'est juste des fois le geste qui vient faire du bien, là. Mais le geste de leur demander aussi, de leur demander comment ils vont, de prendre le temps de leur demander comment ils vont, de leur demander, tu sais, aussi, est-ce que vous avez des suggestions pour nous permettre d'améliorer votre expérience, de prendre en considération leur opinion, je pense que les étudiants apprécient beaucoup. Donc là, si je comprends, vous en avez 1000 d'appelés jusqu'ici en 2 semaines. Là, il vous en reste 1700 autres à appeler dans les prochaines semaines. Est-ce que vous savez s'il y a d'autres établissements scolaires, collégiales, universitaires qui ont fait un peu ce système d'appel de courtoisie, de bienveillance? Oui, jusqu'à présent, on sait que d'autres cégeps ont fait la même expérience à l'automne. Quelques cégeps ont fait cette expérience-là à l'automne, là. De mémoire, les noms des cégeps ne me reviennent pas, là, mais je sais qu'il y a des cégeps. Je sais que Saint-Hyacinthe l'ont fait et d'autres cégeps dans la région de Montréal, mais oui, ça a été fait. Sherbrooke, Rimouski, je crois aussi, l'ont fait. Là, on voit un peu la lumière au bout du tunnel parce qu'en fait, là, les statistiques COVID s'améliorent jour après jour. Donc, là, il y a les vaccins, tout ça. Fait qu'on sent qu'il y a de l'espoir, là, mais il y a quand même une session à terminer. On est en plein cœur de la session. Là, on est en début février. Il reste encore quelques semaines, voire quelques mois là, à faire du virtuel. Là. Oui, puis c'est un peu pourquoi on a décidé de faire ces appels-là en début de session d'hiver, parce que notre objectif, c'était vraiment de ramener justement cette lumière-là au bout du tunnel aux étudiants, pour leur montrer que c'est pas un train qui s'en vient, là, dans le sens que c'est une réelle lumière, puis qu'ils peuvent garder en tête que ça s'en vient la fin, puis on voulait ramener un côté positif, de l'optimisme pour eux autres durant cette session-ci. Je disais en introduction, bon, à peu près le 2 tiers est en virtuel, le tiers est en présentiel, laboratoire, les infirmières, ces affaires-là. Est-ce que vous sentez une différence dans le discours de ceux qui sont en présentiel versus ceux qui sont en virtuel? Autrement dit, quand vous demandez à un élève qui vient encore au cégep, on comprend qu'il y a le masque et toutes les mesures qu'on connaît, mais est-ce que vous sentez qu'il y a une différence dans l'état d'esprit ou l'état d'âme d'un étudiant qui fréquente encore physiquement le cégep versus quelqu'un qui est en virtuel? Mais c'est sûr que la majorité des étudiants nomment vouloir être en présence. Et ça leur fait du bien. Mais on en a des étudiants qui sont satisfaits aussi, qui sont très satisfaits des cours à distance, puis que eux, ça répond énormément à leurs besoins. Est-ce que ceux en présentiel vont mieux que ceux qui sont en virtuel? Là-dessus, on ne peut pas faire de comparaison parce qu'on n'en a pas fait. On n'a pas fait d'études où poser cette question-là. Mais ça, pour être certaine, les étudiants le nomment. Ils veulent avoir plus de cours en présentiel. Oui. Mais en même temps, ce qu'on va probablement remarquer dans 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est que le virtuel a un petit côté pratique qui va peut-être rester. Oui. Mais visiblement, ça ne peut pas être ça la vie à 100 %. Non. Mais c'est comme dans les milieux de travail, hein, ceci dit. Là. Très pratique, le présentiel, surtout quelqu'un qui travaille à Montréal, une journée ou 2 par semaine, travaille de la maison, les enfants sont malades, on reste à la maison. C'est très pratique, mais pas tout le temps. Non, effectivement. On a besoin du contact humain. Ouais. On a c'est besoin pareil, de c'est ce comme si ça contact-là. prenait une pandémie pour nous le rappeler.
Mais dans ces contextes-là, des fois, on se souvient de ces besoins-là qu'on a puis qu'on prend pour acquis à tous les jours. Hein? Donc là, on le voit qu'on a besoin de ce contact-là. C'est important. Ouais. Puis quand vous dites tantôt, vous avez fait des référencements auprès de certains cas que vous avez pu dépister. C'est des gens qui, avaient soit des problèmes personnels, des problèmes de santé mentale. Ça ressemble à quoi? Bien, au niveau du service psychosocial, d'emblée, c'est des étudiants qui ont des difficultés personnelles. Donc, ça peut toucher, oui, des problèmes de santé mentale, mais ça peut être des difficultés relationnelles, de l'anxiété. Mais on a fait aussi beaucoup de référencements au niveau des services d'aide tels que le cheminement scolaire. Donc, des étudiants qui avaient beaucoup de questions au niveau de leurs cours, des retraits de cours, l'horaire de cours, des questions d'orientation scolaire aussi, des questions au niveau du service d'adaptation scolaire. Donc, des étudiants qui ont des diagnostics puis qui ont besoin de faire mettre des mesures en place pour pour leur réussite scolaire. Je regardais ce matin, je sais que les intervenantes en service de garde disaient préférer avoir un masque, disons, qu'on peut voir les lèvres parce qu'il y avait des retards d'apprentissage chez les jeunes. Ouais. On voit qu'au primaire, secondaire, surtout secondaire, il y a un petit peu plus de décrochage, visiblement, qu'il y en avait par les années passées. Au collégial, c'est un autre paire de manches parce que les gens s'inscrivent pour continuer leurs études, mais sentez-vous qu'il y a quand même un risque de décrochage, c'est-à-dire que certains élèves pourraient dire « Ah, finalement, je finirai pas ma session ». On ne peut pas dire au niveau du risque de décrochage, mais il y a un impact réel sur la motivation des étudiants. L'impact, elle est là. Les étudiants le mentionnent, que c'est plus difficile pour eux autres de maintenir leur motivation en contexte virtuel comme ça parce qu'ils n'ont pas la vie étudiante, le contact avec les gens, ils ne l'ont pas. Donc, on ne se cachera pas que la vie étudiante au collégial, elle est importante, de faire partie. Puis c'est ce côté-là de faire partie qui est vraiment moins présent en virtuel. Oui. Puis les parties Zoom, c'est correct, mais... ça a ses limites. On en a tous fait un peu, là, mais c'est ça, ça a ses limites. Bien, écoutez, bravo, franchement, bravo pour cette initiative. Et tant mieux de voir qu'on prend soin de nos élèves, nos étudiants du cégep, qu'on les appelle pour leur demander s'ils vont bien. Je pense qu'en soi, c'est un beau geste humain à poser. Un gros merci. Ça fait vraiment plaisir. Restez avec nous, puisqu'au retour, on discute politique municipale. Bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, dans un de ces merveilleux shows 100% local cette semaine... Mario Bastien du service des loisirs de la Ville de Saint-Jean pour les patinoires et en deuxième partie, Patrick-Emmanuel Roy du Sport Opus. Ne manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Télévision du Haut-Richelieu. Notre région, votre télévision. Politique municipale, à chaque semaine, à cette émission, on reçoit des candidats des deux formations qui sont en présence, en prévision de la prochaine élection municipale qui aura lieu à Saint-Jean-sur-Richelieu en novembre 2021. Aujourd'hui, on se transporte un peu dans le nord de la ville, le secteur Talon de Saint-Luc, île Sainte-Thérèse, 80. C'est le district numéro 12 et avec nous, la candidate Jessica Racine-Lehoux pour l'équipe André Bouchard. Bonjour et bienvenue. Bien, bonjour, merci pour l'accueil à l'émission. Ça fait plaisir. Donc, ça va être une deuxième tentative parce qu'en 2017, vous étiez également sur les rangs, mais comme indépendante. Donc, expliquez-nous en fait deux questions. La première, pourquoi revenir? Parce que quand on a goûté une campagne électorale, on sait ce que ça demande.
Donc, quand on s'embarque pour une deuxième fois, on sait très bien, on s'attend à quoi, porte à porte, et c'est beaucoup de... C'est beaucoup de temps, beaucoup d'investissement personnel. Donc, pourquoi décider de dire « je tente ma chance à nouveau » ? Ben, en fait, pour moi, c'est pas nécessairement juste une deuxième fois, c'est plus une troisième fois. Il est vrai qu'il y a 4 ans, je m'étais présentée comme indépendante, mais avant, j'avais aussi fait partie, aux élections avant ça, j'avais aussi fait partie de Vision Legrand j'étais pas comme candidate, mais j'étais au sein de l'équipe pour la politique jeunesse environnementale. Fait que pourquoi aujourd'hui, avec l'équipe André Bouchard, en fin de compte, pour une deuxième fois et demie ou une troisième fois, c'est toujours avec la même vision, qui est pour le... Moi, je viens du district d'eau, je le connais par cœur, je connais chaque petite roche par son prénom et son nom de famille, mais c'est pour protéger les boisés. Moi, j'ai grandi dans le secteur 12, puis j'ai vécu là toute ma vie. Le temps que j'ai vécu là, j'ai vu 4 boisés se faire couper devant mes yeux. Actuellement, en m'en venant aujourd'hui, là, pour l'entrevue, il y avait une pépine dans le boisé Maupassant qui était à l'œuvre. Fait que moi, ça, là, c'est ça qui me motive à aller en politique, c'est ça qui me motive à me relancer une autre fois, à retenter, c'est la protection de l'environnement. Par un premier temps, par les boisés dans le secteur 12, en effet, parce qu'il en reste encore, puis c'est une des dernières places à Saint-Jean qui en reste. Puis ça, moi, ça serait un mandat qui me tient excessivement à cœur, mais dans une perspective aussi plus globale de la protection de l'environnement sous toutes ses formes. Bon, vous auriez pu faire le choix de vous présenter à nouveau comme indépendante, comme en 2017. Pourquoi faire le choix de joindre l'équipe d'André Bouchard? Bien, comme on l'a dit d'entrée de jeu, faire une campagne électorale, ça demande temps, investissement, personnel et en tout cas sur tous les plans. Puis le faire comme indépendante, à l'époque, je pourrais dire, le placement stratégique était différent d'aujourd'hui. À l'époque, c'est ça qui avait motivé mon choix d'être indépendante. Aujourd'hui, quand André m'a approchée durant le temps des fêtes, je la connaissais déjà, sa réputation l'a précédée, puis je savais que c'était une joueuse d'équipe invertérée, que dans le sens elle met beaucoup de l'avant de collaboration, l'unanimité, les consensus, ce qui fait souvent des travaux qui sont riches. Puis moi, m'allier avec quelqu'un qui pour moi, semble tout désigné pour un poste de mairesse, puis aussi le fait que ça soit une femme aussi, pour moi, ça m'interpellait beaucoup. De faire équipe avec une femme qui va être mairesse, j'étais comme, OK, ça c'est bien, puis on s'est entendu tout de suite super bien, puis on partage aussi les mêmes valeurs de collaboration, de travail d'équipe, de transparence, mais aussi où je me suis beaucoup reconnue, c'est qu'elle a la même valeur environnementale que moi. Vous aviez eu quand même un score honorable à la dernière élection? Ben honorable, oui, à quelque part, il y avait quand même oui. plusieurs candidats sur les rangs, là, mais vous avez eu quand même un score correct. Oui, quand même très correct, en effet. Oui, puis d'après moi, c'est pour ça qu'André était si contente de ça, de m'avoir. Bon, votre adversaire, évidemment, c'est la conseillère sortante, Marilyn Charbonneau, pour qui elle termine un premier mandat. Était la plus jeune conseillère du conseil, fait équipe avec le maire Laplante. Semble quand même apprécié dans son secteur et tout ça. À première vue, ça semble être une lutte un contre un, là, moi qu'il y a un troisième candidat qui se désigne qu'on ne voit pas sur le radar en ce moment. Comment vous voyez cette compétition-là sur le terrain? Parce qu'ultimement, les gens vont voter entre vous ou Mme Charbonneau. Qu'est-ce qui va vous différencier, dans le fond, toutes les deux? Bien, qu'est-ce qui va différencier? Je pourrais dire, c'est le côté environnemental, pour moi, qui est très, très fort. Je trouverais ça spécial de dire j'ai mis l'environnement de l'avant quand il y a une pépine qui est actuellement en marche. Je trouve ça un peu spécial. Puis moi, mon objectif, c'est de faire la protection de l'environnement un enjeu, je pourrais dire, non négociable. Puis ça va être là-dessus que je vais aller. Fait que ça, c'est déjà là quelque chose qui différencie. L'autre point aussi, je pense, c'est l'équipe dans laquelle on va être. L'équipe Laplante a eu ses plus, a eu ses moins. L'équipe Bouchard, tant qu'à moi, est une équipe sur laquelle on peut miser. Fait que ça aussi. Puis, il y a aussi l'autre dossier sur lequel que j'aimerais travailler beaucoup. Mais en fait, poursuivre avec le ministère de l'Éducation, c'est le dossier de l'École sur les Sainte-Thérèse. Dans le sens que ce dossier-là, c'est de compétences scolaires. C'est la commission scolaire, qui est aujourd'hui le centre de services scolaires, qui décide de ça, mais j'aimerais tout de même le continuer. Puis là, actuellement, qu'est-ce qui est arrivé, là? C'est que le centre de services scolaires a écouté les citoyens de l'île et a dit, oui, c'est beau, on regarde pour une école située sur la rue Jean Talon, là, de ce que j'ai pu entendre entre les branches.
Puis, bien que ça ne soit pas nécessairement une compétence municipale, j'aimerais quand même être une courroie de transmission positive pour ce projet-là. Et ça, c'est une réalité qui dure depuis des années où beaucoup d'élèves, évidemment, qui habitent l'île Sainte-Thérèse, secteur Talon, fréquentent les écoles du centre-ville qui ont moins d'élèves. Qui ont moins d'élèves, puis ça fait loin, puis ils traversent la ville transport, matin. services de garde, etc. C'est très compliqué, là. Mon chapeau aux parents là, qui sont un peu pris. Surtout si tu travailles à Montréal, il faut que tu aies mis ton enfant dans le centre-ville. C'est pas simple. Puis Cadvan est assez occupé aussi. Puis ça, je suis au courant. Puis l'autre affaire aussi que j'aimerais, c'est ça. Moi, mon cheval, c'est vraiment l'environnement. Mon cheval de course, c'est vraiment ça. Mais j'aimerais aussi traiter des dossiers de la fameuse passerelle que j'aimerais avancer entre les deux Saint-Luc. Puis j'aimerais aussi beaucoup travailler sur l'érosion des berges. Autant du niveau Jean-Talon que du niveau de l'île Sainte-Thérèse, parce qu'il y a des problématiques sur ce niveau-là. Puis il y a aussi une problématique d'infrastructure aussi sur l'île Sainte-Thérèse, où est-ce que l'eau s'évacue difficilement. Fait que ça serait ça mes dossiers sur lesquels que je vais aller. Parce qu'il y a quand même un gros enjeu dans ce district-là, c'est qu'est-ce qu'on fait avec le boisé de l'île? Qu'est-ce qu'on fait avec l'ancien camping? Bien, moi, c'est facile, c'est protéger. Moi, c'est protéger le boisé de l'île qui s'appelle la Pinède. Protéger le boisé Maupassant. Protéger le boisé Fortier, Colibri. N'en faire un peu, on en a parlé juste avant, là, mais n'en faire une certaine mise en valeur comme le parc des Parulines. Moi, c'est ça que j'aimerais parce que c'est des joyaux du territoire. Puis c'est pas dans 5 ans qu'il faut se réveiller puis dire « Ah, mais pourquoi que chez nous, c'est inondé? Ah, pourquoi qu'on peut pas aller dehors? » Mais parce qu'on n'a pas protégé le boisé il y a 5 ans. Puis moi, c'est ça que je veux faire. Puis tout le temps que j'ai été là, de voir des boisés se faire couper, puis encore aujourd'hui, c'est encore le cas, non. Moi, c'est exactement ça, que c'est des enjeux très forts dans le dos, puis ça, moi, c'est mon cheval de course. Bon, parlez-nous de vous un peu. Le profil personnel, professionnel, bon, assez jeune quand même, mais quand même aussi quand même quelques années d'expérience, même un petit peu dans le monde des affaires. Bref, faites-nous un peu un topo de qui est Jessica Racine-Lehoux. Bien, premièrement, j'aimerais mettre de l'avant le fait que je suis un peu hyperactive. Fait que ce qui suit reflète beaucoup ça. Mais reste que, donc, qui je suis, c'est que moi, j'ai un bac en droit de l'UQAM. Donc, avocat? Pas tout à fait, presque. Volontairement. Ouais. Ça s'en vient pourquoi. Donc, j'ai mon bac en droit de l'UQAM. J'ai aussi fait une majeure en droit de l'environnement et en droit international au Royaume-Uni. Puis j'ai aussi fait une majeure en politique en Alberta. Tout ça à l'université. Puis actuellement, je suis en train de terminer mon MBA en gestion des entreprises durables à l'Université Laval. Bon, fait que ça, c'est sur la table. Ça, c'est le parcours scolaire. Le parcours professionnel, j'ai eu ma propre entreprise, comme que je n'avais parlé sur le plateau ici, en écotourisme, qui mettait de l'avant la protection de l'environnement. Puis, j'ai aussi enseigné le droit civil au collégial. Et aujourd'hui, suite à la réalité de la COVID, ma réalité d'entreprise a changé et je suis actuellement rendue chargée de projet en écotourisme, en environnement chez Canoca Québec. Donc ça, c'est le profil un peu plus personnel, où est-ce que le droit et l'environnement donnent un combo qui, tant qu'à moi, est une grande plus-value pour la politique municipale. Donc, une petite entreprise que vous avez finalement vendue, mais donc vous êtes toujours quand même impliqué dans le domaine. Puis, par curiosité, qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir un bac en droit, mais qu'on n'a pas encore le barreau? C'est quoi l'étape qui manque, dans le fond? C'est de vouloir faire le barreau. C'est de faire le barreau. Ça, c'est une étape de plus, ça? Oui, c'est l'étape de plus. Puis moi, c'est l'étape que j'ai décidé de juste pas faire. Oui, mais ça, vous nous l'aviez expliqué dans une autre entrevue. Oui. Pourquoi, dans le fond, pourquoi on fait des études en droit si, ultimement, on ne devient pas avocat? C'est une bonne question. C'est une question... Le droit peut mener à tout. Moi, je vois le droit comme étant un +1 à quelque chose d'autre. Puis moi, mon droit, mon +1, c'est l'environnement. Puis quand j'ai eu la chance de vouloir être avocate, j'ai volontairement dit non parce que je voulais justement avoir la carrière que j'ai actuellement. C'est ça que je visais, puis c'est ça que j'ai aujourd'hui. Puis c'est pas en étant avocate que j'aurais pas à avoir ça. OK. Donc, ça devient... On comprend un peu parce que quelqu'un va dire « Ouais, elle fait des études en droit, mais pourquoi elle n'est pas avocate? » Mais là, on comprend un peu pourquoi, dans le fond. C'est comme dans le coffre à outils. C'est comme un élément de plus dans le coffre à outils. Exact.
On peut vouloir faire des études en droit sans nécessairement vouloir pratiquer le droit comme avocat. Exact. Ben moi, j'ai eu plusieurs expériences de pratique pure du droit, puis j'ai rapidement vu que c'était pas pour moi de faire purement du juridique. Je suis trop hyperactive pour ça. Fait que d'être en écotourisme, ben j'ai été guide. Quand que j'ai écotourisme, c'est que j'ai eu une entreprise comme guide de plein air. Là. Ouais. Fait que c'est pas la même, c'est pas les mêmes tâches quotidiennes. Puis là, actuellement, ben j'aime beaucoup ça. Puis ben je veux mettre ce savoir-là au profit des citoyens du district 12. Bon. Là, évidemment, on est quand même à quelques mois de l'élection. Une élection, quand même, ça se prépare longtemps d'avance. Vous avez déjà quand même un peu d'expérience avec 2017. Là, qu'est-ce qu'il vous reste à faire d'ici le mois de novembre? Bien, il reste quand même beaucoup de choses à faire. Il reste en fait à mobiliser mon secteur pour les enjeux que je viens juste de décrire. Il reste à solidifier ma candidature, puis à la mettre de l'avant. Puis il reste évidemment à faire le beau porte-à-porte. Donc, c'est aussi simple que ça. Il reste à savoir aussi, je pourrais dire, l'espèce de gros consensus d'équipe d'André Bouchard, qui va très bien. C'est une équipe qui est très polyvalente et j'adore, en fait, l'équipe André Bouchard. Fait qu'il reste un peu ça à faire, mais pour l'instant, on est right on track, puis ça va très bien. Donc, Jessica Racine-Lehoux, candidate donc dans Talon 80 Île-Sainte-Thérèse, district numéro 12 pour l'équipe André Bouchard. Merci beaucoup. Bonne chance. Bien, merci. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. Parlons de développement durable. La Ville a mis en place, disons, une participation citoyenne à ce processus. Et il y a toujours un sondage en ligne qui est disponible pour les Joannais. Vous allez sur sjsr.ca/durable pour vous permettre, bien sûr, de vous exprimer sur le sujet. N'oubliez pas qu'à chaque dimanche matin, 9h30 en direct, il y a un télébingo avec 4 500 $ en prix. Allez sur tvhr9.com pour voir la liste des détaillants. À demain.